Rencontrez Miroku. Avec des cheveux noirs de jais et une peau pâle, on pourrait facilement la confondre avec une belle femme jusqu'à ce qu'il voie la longue fente qu'elle a en guise de bouche, s'étendant jusqu'à ses oreilles. Autrement connue sous le nom de femme à la bouche fendue, Miroku n'est pas entièrement humaine. Légende urbaine, elle se nourrit de la peur de ses victimes et de la force de ses rumeurs. Pour survivre, tout le monde s'enfuit en criant à sa vue. Tout le monde sauf Sano Kyoshi, un garçon de 17 ans destiné à devenir le mari de Miroku. Miroku essaie toujours de lui faire peur. Tout comme ce matin, elle apparaît dans toute son horreur, la bouche grande ouverte. Mais son fiancé ferme calmement son livre et lui note 2 sur 10. Miroku s'effondre sous la défaite et Kyoshi lui suggère de changer sa routine. Il est difficile d'avoir peur des mêmes vieux trucs, alors il dit qu'elle devrait essayer une petite variante pour satisfaire ses clients. Par « satisfaire », il entend « effrayer » et par « client », il entend « victime ». Miroku lui rappelle qu'il n'est pas un client, mais plutôt sa fiancée. Et comment un lycéen finit-il par se fiancer avec une créature de légende, demandez-vous? Dans cet univers, il y a des familles qui se sont données pour mission de perpétuer les légendes urbaines. L'une d'elles est la maison Sano, qui a pour tradition de marier les chefs de famille à ces monstres mythiques. Miroku ne veut pas épouser Kyoshi, mais elle n'a pas vraiment le choix. Lorsque Kyoshi demande pourquoi elle est si opposée au mariage, il s'avère que Miroku a de nombreuses raisons. Premièrement, elle ne veut pas être mariée à un lycéen et préfère de loin retrouver ses pouvoirs par ses propres efforts. Mais elle est également convaincue qu'un mariage entre un humain ordinaire et une légende urbaine ne peut pas bien se terminer. Miroku pense également que Kyoshi a été contraint de conclure l'accord, mais son traitement doux suggère le contraire. Et si cela ne suffit pas, admettre qu'il espère que tout se déroulera comme prévu le montre assez clairement. Mais il admet ouvertement qu'il l'aime bien, et n'importe qui ne devrait-il pas avoir le droit d'épouser la personne qu'il aime? Le lendemain, Miroku part à la recherche de la bonne atmosphère pour sa prochaine frayeur et découvre un hangar avec exactement l'ambiance qu'elle recherche, en espérant que l'endroit parfait sera ce qui fera finalement flipper Kyoshi. Miroku est distrait, planifiant l'embuscade, lorsque Kyoshi lui-même se glisse derrière elle avec un masque de démon et lui fait tellement peur que sa mâchoire devient littéralement détraquée. Kyoshi a entendu son plan et dit qu'elle a encore échoué. Montrant les autres masques accrochés autour du hangar, Kyoshi explique que cet espace est dédié à sa collection d'antiquités et d'œuvres d'art, et plaisante en disant que peut-être son passe-temps est la raison pour laquelle il n'a pas peur. Lorsque sa mâchoire tombe, Kyoshi lui dit qu'il l'aime, peu importe à quoi elle ressemble, laissant sa fiancée complètement sans voix. Lorsqu'elle retrouve ses esprits, Miroku commence à déclamer contre son amour de lycée. Au milieu de son discours, elle découvre que sa réserve de fil est presque épuisée. Elle l'utilise pour s'attacher la bouche afin de pouvoir sortir en public sans attirer l'attention, ce qui la rend assez indispensable. Lorsque Kyoshi demande, Miroku dit qu'elle préfère de loin avoir la bouche fendue, mais étant donné les problèmes que cela provoque, elle sent qu'elle doit la garder fermée, même si c'est compliqué. Elle devient rapidement irritée par tous ces questionnements et confronte Kyoshi, lui demandant s'il a un problème. Comme il se plaint tellement, Kyoshi en profite pour lui dire que peu importe si c'est déchiré ou cousu, il la trouve toujours belle, ce qui la fait immédiatement rougir à nouveau. Encore un point pour Kyoshi. On dirait que cet adolescent a quelques tours dans son sac. Mais Kyoshi est aussi un peu inquiet. Elle coude littéralement sa peau. Est-ce que ça ne fait pas mal? Miroku dit que ce n'est pas douloureux, alors Kyoshi demande s'il peut le toucher. Sa fiancée est d'accord, disant que son corps est totalement différent de celui des humains et qu'elle ne pourra rien ressentir. C'est du moins ce qu'elle pense. Quand Kyoshi pose une main sur sa joue et met son doigt sur ses lèvres, elle semble certainement le sentir. Ses yeux s'ouvrent grands comme des projecteurs et elle recommence à rougir. Quand elle s'endort cette nuit-là, Miroku rêve de leur interaction. Mais avant que cela ne devienne vraiment torride, elle se réveille. Au lendemain du rêve, elle se sent frustrée et plongée dans ses pensées. Miroku remarque à peine où elle va jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite vieille dame qui surgit de nulle part et lui fait peur. Raid pour un monstre aussi terrifiant. Miroku a peur beaucoup plus souvent qu'elle n'effraie. Cette petite vieille femme est leur servante, Saya, qui se présente et dit à Miroku que Kyoshi vient de sortir. Miroku est surpris car Kyoshi ne sort presque jamais, surtout sitôt le matin. Au lieu de se méfier, elle profite de cette occasion pour le prendre au dépourvu. Alors qu'il est seul et ne s'attend pas à ce qu'elle le suive, elle s'enfuit toute excitée et retrouve son fiancé non loin de la maison. Miroku veille à ne pas être vue en train de regarder dans un coin, ce qui lui donne un excellent point de vue. Lorsque Kyoshi rencontre un type étrange avec des lunettes de soleil et des cheveux blonds,
Elle craint qu'il ne soit tombé sur un gangster et commence à imaginer que peut-être ce type a essayé de tromper Kyochi pour qu'il lui donne de l'argent ou quelque chose du genre. L'inconnu refuse de lâcher Kyochi et elle surprend son fiancé refuser quelque chose, disant qu'il n'a aucun intérêt à aller dans cet endroit terrifiant, quoi que cela fasse référence. Maintenant, Miroku est vraiment inquiet. Cela ressemble à un enlèvement, déterminé à le sauver de ce qui pourrait être un destin terrible. Miroku retire un côté de ses points de suture, appelant l'inconnue blonde alors qu'elle laisse tomber son célèbre slogan « Suis-je belle ?» L'étranger commence à trembler et s'enfuit en criant comme un bébé. Kyochi, comme d'habitude, n'a pas peur ni même est surprise de la voir. Une fois le type disparu, elle lui demande comment il s'est impliqué avec un voyou, supposant immédiatement qu'il s'est attiré des ennuis en faisant sa gueule. Kyochi est silencieux et Miroku commence à babiller pour combler le silence. Kyochi l'interrompt et la remercie de l'avoir sauvé. En revenant, Miroku demande pourquoi il a quitté la maison si tôt, et Kyochi lui tend un sac contenant un kit de couture et plus de fil. Cependant, Miroku ne se rend pas compte qu'il l'a acheté pour elle, et Kyochi se demande s'il devrait simplement le rendre puisqu'il préfère de toute façon son sourire naturel. Si on peut vraiment appeler ça un sourire, bien sûr. Avant d'arriver à la maison, ils sont à nouveau arrêtés par l'inconnu blond. Il les coince et dit à Kyochi qu'il ne s'en sortira pas cette fois, même si Miroku est presque sûr que c'est en fait lui qui s'est enfui en criant auparavant. Le type blond jette un coup d'œil derrière Kyochi, là où se cache Miroku. Après avoir surmonté le choc initial de la revoir, il s'excuse d'avoir agi si grossièrement maintenant qu'il sait qu'elle est la fiancée de Kyochi. Maintenant, Miroku est complètement perdue. Le gars qu'elle considère comme un gangster se présente comme Uda, l'assistant et garde du corps de Kyochi, qui est avec lui depuis qu'il est enfant. Il aime jouer avec Kyoshi, mais s'éloigne soudainement lorsqu'il se souvient que son patron est en retard à l'école et n'est même pas encore dans son uniforme. Alors qu'Uda l'emmène à l'école, Miroku l'arrête et le remercie pour le fil, lui disant de faire attention. Je suppose qu'elle a mis la barre très bas parce que Kyochi est tellement ravi qu'il affiche le plus grand sourire jamais vu. Chaque jour qui passe, Miroku devient de plus en plus déterminée à résilier son contrat. Elle demande donc à Uda à quelle heure Kyochi est le plus vulnérable et quand il baisse sa garde, puisqu'aucune de ses embuscades n'a fonctionné du tout. Uda suggère que son maître est le plus faible le matin, alors elle se faufile dans sa salle de bain pendant qu'il dort encore, déterminée à l'attraper lorsqu'il est sans défense. Vous pouvez voir où cela va, n'est-ce pas? Elle claque une main sur son lit, prend sa voix la plus terrifiante et enlève sa couette tout en délivrant sa réplique la plus célèbre. Lorsque Kyochi se réveille et voit ses yeux exorbités au-dessus de lui, il réagit à peine. Il la saisit simplement par l'épaule et la rapproche. Avant de pouvoir rendre cette série classée R, Miroku s'éloigne, furieux d'avoir encore échoué après avoir réalisé qu'elle avait oublié de dénouer son fil. Non pas que cela ferait vraiment une différence. Il ne semble pas que Kyochi puisse être effrayé par quoi que ce soit à ce stade. Miroku aurait peut-être réessayé si Kyochi ne l'avait pas soudainement tiré vers le lit. Toujours à moitié endormie et la tenant contre elle, elle commence à se tortiller, faisant des histoires alors que Kyochi lui dit de se taire. Sinon, Uda et Saya viendront les retrouver dans une position plutôt compromettante. Évidemment, il souhaite se blottir le plus longtemps possible contre sa fiancée. Quand elle regarde à quel point il semble détendu sur le lit, elle ne trouve pas le cœur de le réveiller. Alors elle cède, s'enfouissant à ses côtés et fermant les yeux, surprise de se retrouver à l'aise dans ses bras. Lorsque Kyochi se réveille, les rôles s'inversent lorsqu'il la découvre en train de somnoler à côté de lui. Pour une fois, c'est à son tour de transpirer et d'avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure. Après avoir dormi dans le même lit et vécu ensemble pendant un certain temps, Kyochi décide que la prochaine étape consiste à amener sa fiancée à manger avec lui. Jusqu'à présent, elle a toujours dit non. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait qu'elle n'est pas humaine et qu'elle n'a pas besoin de nourriture. Mais Kyochi sait qu'elle peut manger, alors il lui demande quel est son plat préféré. Quand Uda entre dans la cuisine plus tard, il trouve une photo tout droit sortie d'une scène de crime, qui ressemble plus à la tentative de Kyochi de cacher un corps qu'à la cuisine. Miroku a déclaré que son plat préféré était les bonbons durs. Et même si ce n'est pas vraiment un aliment adapté aux débutants, Kyochi est déterminé à le préparer. Uda panique quand Kyochi se coupe la paume, et pendant qu'il se fait un pansement, il demande à son jeune maître à quoi sert toute cette manie. Kyochi lui dit qu'il veut manger avec Miroku, et Uda semble comprendre sa frustration. Uda décide de sauver cette tentative désastreuse de cuisine, et avec son aide, ils se retrouvent avec des bonbons assez impressionnants dont Miroku est absolument obsédée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait rien mangé, et c'était certainement la première fois qu'elle essayait ça. Alors Kyochi demande s'il peut en avoir une aussi et choisit une de ses sucettes. Quand il l'attrape, Miroku voit le plâtre sur sa main après avoir coupé le fruit.
Et quand son fiancé commence à parler de ce qu'il devrait lui préparer ensuite, Miroku devient étrangement silencieux. Les bonbons de Kyoshi ont dû fonctionner à un certain niveau car elle s'en soucie clairement suffisamment pour ne pas vouloir qu'il soit blessé. Alors Miroku lui dit que la prochaine fois, ce sera elle qui lui fera quelque chose, seulement pour lui rendre l'appareil. Bien sûr, maintenant qu'il va à l'école plus régulièrement, les camarades de classe de Kyoshi s'intéressent davantage à lui. Un enfant en particulier a le pressentiment que Kyoshi a une petite amie car il arrive toujours en retard et semble plus heureux ces jours-ci. Alors ce gamin, Ken-chan, décide de suivre Kyoshi pour essayer de l'attraper avec sa copine, car c'est une chose tout à fait normale que les adolescents fassent à leurs camarades de classe. Ses deux copains s'en moquent, mais Ken-chan est un peu obsédé par Kyoshi. Cela pourrait être un choc à entendre, mais apparemment, le fiancé maussade de Miroku est le gars le plus populaire de l'école. Toutes ses filles sont obsédées par lui. Il a même son propre fan club. Les trois garçons le traquent dans une ruelle, où ils décident de se séparer après l'avoir perdu au coin de la rue. C'est alors que Kyoshi apparaît à l'épaule de Ken-chan et lui demande ce qu'ils font exactement. Je veux dire, il n'était guère subtil. Ken-chan le dit et demande à Kyoshi s'il sort avec quelqu'un, ce qui n'est probablement pas ce que vous attendez de trois garçons qui vous suivent chez vous. Les garçons commencent à se chamailler entre eux, alors Kyoshi s'excuse et se tourne pour partir. Avant de pouvoir faire 2 pas, Moroku arrive pile à l'heure. Tous les garçons se tournent vers cette magnifique femme qui s'approche de Kyoshi et lui reproche de l'avoir fait attendre. Kyoshi s'excuse, mais Ken-chan gâche leur tendre moment en annonçant qu'il avait raison. Ces deux-là sortent définitivement ensemble. Il attrape les mains de Miroku et lui demande quel genre de relation elle entretient avec lui, insistant sur le fait qu'ils doivent sortir ensemble. Miroku devient assez mal à l'aise alors que Ken-chan pose question après question sur leur relation et veut connaître toutes sortes de détails étranges sur Kyoshi. Est-ce que ce gamin a le béguin pour lui ? Il est toujours en train de babiller lorsque Kyoshi la pousse doucement hors de portée et la présente officiellement sous le nom de Miroku Sano, répondant à toutes leurs questions en laissant entendre fortement qu'ils sont mariés. Et puis il s'en va, comme s'il n'avait pas simplement dit à un groupe de lycéens qu'il avait une femme. En les voyant jouer au combat alors qu'ils s'éloignent, les camarades de classe idiots de Kyoshi supposent qu'elle n'est que sa sœur. Ses copains traitent Ken-chan de harceleur, le taquinant, mais alors qu'il s'éloigne, une présence étrange et sombre émerge de l'ombre de la ruelle, appelant Miroku et utilisant le nom de famille de Kyoshi. On dirait qu'au moins une personne a réalisé qu'elles n'étaient pas que des frères et sœurs. Un matin, chez les Sano, Miroku regarde son reflet dans un étang et se demande comment elle n'a pas réussi à autant effrayer son mari. Elle commence à craindre d'avoir perdu sa capacité à semer la terreur dans le cœur des humains. Tout en essayant de découvrir de nouvelles techniques, Kyoshi arrive derrière elle et lui fait tellement peur qu'elle finit par tomber dans l'étang et l'entraîne avec elle. À ce stade, je commence à me demander si c'est vraiment Kyoshi qui est le démon. Après s'être trempé dans l'eau de l'étang, Miroku s'installe pour prendre un bain. Pensant à voix haute comme d'habitude, elle grogne que tout est de la faute de Kyoshi. Et entendant son nom, son fiancé l'appelle depuis la porte moustiquaire, lui criant d'arrêter de se faufiler sur elle. Miroku lui dit d'un ton maussade qu'elle ne restera pas longtemps dans le bain puisqu'il reste là, trempé. Pendant qu'elle se trempe longuement, elle lui offre tout ce qu'il veut pour s'excuser. J'ai le sentiment qu'elle va le regretter. Mais Miroku est tout simplement fière, et elle dit simplement qu'elle ne veut rien lui devoir. La demande sur laquelle il atterrit est un rendez-vous, pas comme faire du shopping ou toute autre corvée qu'ils accomplissent. Juste un rendez-vous romantique normal. Kyoshi la remercie de s'inquiéter. Ce qui l'inquiète, c'est ce qu'il aime chez elle, ainsi que sa maladresse. Vraiment, c'est une bonne chose qu'elle soit déjà sa fiancée parce que ce gamin est déjà un idiot pour elle. Comme d'habitude, Miroku agit comme si elle ne l'avait pas entendu et se détourne. Soudain, un bruit effrayant retentit derrière eux, où les deux tourtereaux découvrent un démon de l'ombre, ses mains rampant vers Miroku alors qu'il l'enveloppe. Une voix prévient que tous les secrets et mauvaises intentions seront révélés. L'ombre prend la forme d'un garçon qui traite Kyoshi de humble insecte et l'avertit de rester loin de sa sœur aînée. Waouh! Je ne savais pas que les légendes urbaines pouvaient avoir des frères et sœurs. Alors que Kyoshi est trop abasourdi pour bouger, Miroku crie après son frère, Makoto, pour avoir fait une entrée aussi dramatique. Les frères et sœurs légendaires ne se sont pas réunis depuis un certain temps, et Makoto explique que depuis qu'il l'a vu pour la dernière fois, il s'est entraîné pour devenir une légende respectable. Mais il se présente à leur porte après avoir découvert leur contrat de fiançailles et annonce qu'il ne peut pas permettre à Miroku de se marier dans une famille aussi méprisable. C'est assez dur de parler de quelqu'un que l'on vient tout juste de rencontrer.
Mais Makoto ne supporte vraiment pas d'entendre Kyochi appeler Miroku sa femme, et les deux commencent à se disputer, attrapant Miroku si fort qu'il la déchire presque. Quand elle leur crie dessus, ils reculent au moment où Uda arrive, planant à côté de Miroku avec une main sur son épaule. Makoto se met en colère et enroule ses bras autour de sa sœur, essayant délibérément de mettre Kyochi encore plus en colère. Et qu'est-ce que tu sais? Ça marche. Miroku, totalement inconsciente des tactiques de son frère, tente de calmer la situation en le présentant formellement comme la légende du cadavre ambulant aux oreilles diaboliques. Il s'avère que c'est un peu son truc d'entendre des mensonges et de tenir les gens pour responsables de leur tromperie, quoi que cela signifie. Comme Kyochi le dit si impétueusement, il est essentiellement un zombie avec une très bonne ouïe, mais ses manières ne s'arrêtent pas là, car il insiste alors pour que les fiançailles entre Kyochi et sa sœur soient annulées. Kyochi demande depuis combien de temps ils sont liés puisqu'il n'a jamais entendu parler de Makoto auparavant. Son frère dit simplement que cela ne le concerne pas. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il est à nouveau l'homme le plus important de sa vie. Je veux dire, est-ce vrai? J'ai l'impression qu'un mari est bien plus important qu'un petit frère. Alors qu'ils étaient séparés, Makoto a entendu une vieille histoire chuchotée entre d'autres légendes, selon laquelle les humains de la maison Sano ont trompé leur espèce, en utilisant les contrats qu'ils ont conclus pour profiter d'eux. Apparemment, toutes les légendes qui se sont mariées dans leur famille ont été utilisées à leur propre profit. Certains ont même tellement souffert qu'ils ont choisi de périr au lieu de rester avec eux. Il semble que Miroku ait déjà entendu cette rumeur. Elle insiste sur le fait que c'est une vieille histoire et que les Sanos modernes ne sont pas comme ça. Surpris de sa résistance, son frère lui demande si elle est déjà tombée amoureuse de son fiancé. Lorsque Miroku le nie, Makoto dit que les Sanos n'ont pas pu changer beaucoup parce que Kyochi lui-même lui ment. Il lui demande de repenser à toutes les conversations qu'ils ont eues qui semblent malhonnêtes ou auraient même pu la rendre suspecte. Makoto est convaincu qu'il n'est qu'un menteur et qu'il va seulement l'utiliser. Et pendant qu'il lançait ses accusations contre la famille Sano, Kyochi restait silencieux, sans nier un seul mot. Alors Miroku lui demande si c'est vrai, mais il se tourne simplement pour quitter la pièce, s'arrêtant près de la porte pour lui dire qu'il est désolé. « Eh bien, si ce n'est pas suspect, alors je ne sais pas ce que c'est. » Makoto lui crie dessus en sortant, le traitant de nom très grossier et voyant cela comme une preuve de la tromperie des Sanos. L'idée que Kyochi aurait pu mentir à chaque fois qu'il disait qu'il l'aimait ou la traitait de jolie rend Miroku bien plus bouleversé que prévu. Il y a soudainement un bruit fort venant de l'extérieur et la seconde suivante, Uda entre et s'excuse pour la perturbation. Il semble que Kyochi ait perdu connaissance et ait pris de la fièvre. Maintenant, comme un diable a-t-il réussi à tomber malade en une minute? Depuis qu'il a quitté la pièce, Uda révèle que Kyochi est malade depuis qu'il est enfant. Il a essayé de le cacher pendant que Miroku était là, mais les accusations de son frère ont dû le pousser à bout. Debout à son chevet, Miroku se demande s'il a été malade pendant tout ce temps, essayant de cacher sa santé avec ses gestes étranges et ses confessions soudaines. Mis à part les problèmes de confiance, elle se soucie toujours suffisamment de lui pour s'asseoir à son chevet et prendre sa santé en main. Quand Kyoshi bouge, Uda part pour leur laisser un peu d'intimité. Une fois revenu, Kyochi semble gêné que sa future épouse ait vu ce qu'il considère comme son côté pathétique. Évidemment, ce n'est pas pathétique pour Miroku, qui s'inquiète juste pour sa santé. Il demande des nouvelles de son frère, qui a accepté de partir jusqu'à ce que Kyochi aille mieux. Eh bien, au moins, ce n'est pas un imbécile total. Kyochi s'excuse car son état signifie qu'ils ne pourront probablement pas aller à leur rendez-vous demain. Mais il est également désolé pour tout ce qui s'est passé et admet que les rumeurs que son frère a entendues à propos de la famille Sano étaient presque totalement vraies. Ils font semblant d'être normaux, mais Kyochi connaît les légendes qu'ils ont trompées et utilisées. Même s'il ne peut pas fuir le passé de sa famille, il l'aime vraiment. Là-dessus, il n'a jamais menti. Il rassure tous les doutes de Miroku, lui disant que les Sanos avec lesquels elle allait se marier sont très différents des générations précédentes. De nos jours, il ne tromperait jamais délibérément une légende. Mais si tout va bien et qu'il ne cache pas un grand secret, Miroku demande pourquoi il est parti en trombe en s'excusant. En réalisant à quoi cela ressemblait, Kyoshi se sent plutôt stupide. Son attitude dramatique rendait définitivement la situation beaucoup plus grave qu'elle ne l'était. La pauvre Miroku pensait qu'elle était dans un mariage simulé. Kyoshi admet qu'il a menti, mais il s'agissait uniquement de ce qu'il avait dit concernant le fait de ne même pas penser à la toucher avant le mariage. Où est-ce que ça va? Il semble que Kyoshi vient tout juste de comprendre qu'il vit sous le même toit que la femme qu'il aime. Et avec cette prise de conscience sont nés beaucoup de désirs.
Donc si son frère a remarqué qu'il mentait, c'était probablement juste parce qu'il luttait pour résister aux pulsions qui ont commencé à faire surface. Il semble que le saint Kyoshi ait finalement été vaincu par ses hormones d'adolescent. Ce n'était vraiment qu'une question de temps. Miroku panique à nouveau, mais quand il s'approche suffisamment pour l'embrasser, elle laisse faire. Et peut-être qu'ils auraient enfin eu leur premier baiser s'il ne s'était pas soudainement effondré sur son épaule. Je veux dire, le gamin a de la fièvre, mais tu parles de gâcher le moment. Il ne faut pas longtemps à Kyoshi pour récupérer. Et une fois remis sur pied, il revient en force. Et Makoto aussi. Pour une raison quelconque, les garçons décident que la meilleure façon de canaliser leur colère est d'organiser un championnat de badminton. Vous savez, comme le font les vrais hommes. Avec Uda comme juge et Saya qui la regarde comme la douce vieille dame qu'elle est, les garçons s'affrontent pour se battre pour les faveurs de Miroku. C'est Makoto qui a suggéré qu'ils se battent en duel, décidant que celui qui gagnerait garderait sa sœur. C'est un peu primitif de supposer que Miroku suivra simplement celui qui gagnera une partie idiote de badminton, mais s'en ira. Je suppose que Kyoshi aurait pu le penser aussi. Mais Makoto proposait des enjeux si élevés qu'il ne pouvait pas dire non. Si Makoto gagne, les fiançailles seront immédiatement annulées. Mais si Kyoshi gagne, il peut demander tout ce qu'il veut, même la mort de Makoto s'il le demande. Ravi du pouvoir que lui donnerait une victoire, Kiyoshi dit qu'il décidera de son prix plus tard. Cela les amène au début du match. Les règles sont assez simples. Celui qui rate le ballon perd un point et celui qui obtient le score le plus élevé sera le vainqueur. Mais au premier tour, aucun des deux ne laisse tomber le ballon une fois toutes les 30 minutes entières. Uda demande même s'ils se sont entraînés à l'avance pour le deuxième match. Ils imposent un délai. Cela doit être assez ennuyeux de rester assis là et de les regarder se battre toute la journée en étant assis sur la touche. Saya demande à Miroku si elle soutient Kyoshi ou son frère. Miroku répond que, bien sûr, elle soutient Makoto car elle veut que les fiançailles s'effondrent tout aussi fort que lui. Et en plus, elle ne veut plus être séparée de sa famille. Elle dit tout cela assez fort, si fort que cela attire l'attention de Kiyoshi et lui fait rater un tir et laisser tomber le ballon. Alors maintenant, Kiyoshi est en baisse d'1 point et pour une raison quelconque, cela signifie que Miroku doit peindre quelque chose sur son visage en guise de punition. Elle décide donc de les assortir, en peignant des petits X sur ses joues, tout comme le fil sur les siennes. Elle le présente aux autres comme le garçon à la bouche fendue, profitant de l'occasion de le taquiner pendant que son frère le regarde fulminer en silence. La bataille est assez intense lorsqu'elle reprend, mais en raison des contraintes de temps supplémentaires, elle se termine par une égalité avant le tour final qui décidera du vainqueur. Au lieu d'intensifier son jeu pour le match final, Makoto semble vaincu et dit qu'il a déjà l'impression d'avoir perdu cette bataille. Il admet qu'il pensait que Kyoshi ne pouvait pas rendre sa sœur heureuse, ou du moins c'est ce qu'il s'est dit. Mais en la voyant rire et sourire avec lui pendant le match, il se rend compte qu'il s'est trompé. Puis il pique une sorte de colère et agit de manière dramatique, invitant Kyoshi à faire ce qu'il veut comme promis. Mais Kyoshi avait également regardé Miroku ces dernières heures, et la voir interagir avec son frère l'a également fait une très forte impression. Kyoshi décide donc que son seul souhait est que la prochaine fois que Makoto lui rendra visite, il utilise la porte d'entrée. C'est ça. Makoto demande s'il en est sûr, lui rappelant qu'il n'arrêtera pas de se mettre en travers de son chemin et d'essayer de mettre un terme à leur mariage. Kiyoshi hausse les épaules et lui dit que tout va bien. Il ne se soucie pas de ses efforts. Il va juste faire en sorte que Makoto l'accepte comme beau-frère. Après tout, le mariage doit être approuvé par la famille. Il dit qu'il ne voudrait pas que les choses se passent autrement. Surpris et un peu gêné par son côté enfantin, Makoto s'excuse pour tous les ennuis qu'il a causés et accepte de partir. Mais pas avant qu'il donne un bisou à sa sœur sur la joue et s'enfuit avant que Kiyoshi puisse éteindre ses lumières. Quelque chose me dit que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons cet enfant. Kyoshi pense la même chose, mais malgré la disparition de son frère, Miroku est étonnamment heureuse. Peut-être que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'ils s'arrangent tous les deux pour qu'elle puisse les avoir tous les deux avec elle. Et elle n'a pas à craindre d'être séparée de sa famille. Makoto réapparaît bien plus tôt que prévu. Lorsqu'il arrivera dans la classe de Kiyoshi en tant qu'étudiant transféré, il y aura sûrement encore plus de problèmes à venir avec ces deux-là. Mais plus important encore, avec qui Miroku veut-il vraiment se ranger? Ce mariage va-t-il finir par s'effondrer? Ou est-elle déjà tombée amoureuse de Kyoshi plus qu'elle ne le réalise? Koto, réunie avec sa sœur pour la première fois depuis des années, est surpris de ne trouver aucune trace de l'horrible légende qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, elle ressemble davantage à une femme humaine dont le fiancé peut la faire rougir rien qu'en lui disant qu'elle est jolie. Oh, comme les temps ont changé. Mais Miroku n'est pas flattée par ce compliment. En fait, elle prend cela comme une insulte, le signe qu'elle a perdu son facteur peur,
et qu'elle n'est bonne à rien d'autre qu'à son apparence. Jusqu'à présent, dans les compétitions entre lui et Kyoshi, Kiyoshi a remporté chacune d'entre elles. Mais le frère de Miroku voit sa sœur perdre confiance en elle et en sa légende. Il est donc déterminé à continuer à se battre pour elle. Il crie après Kiyoshi, lui reprochant de ne pas avoir peur de Miroku, même s'il admet que ses tentatives pour l'effrayer sont plutôt ennuyeuses. Ouais, beaucoup de revers? Miroku a clairement besoin d'un petit conseil, alors Uda lui suggère de changer les choses. Effrayer quelqu'un comme Kyoshi n'est pas aussi simple qu'une frayeur. Le prenant au dépourvu, Uda dit qu'elle devrait essayer quelque chose de spécialement adapté à lui. Miroku aime l'idée. Alors elle demande à Kiyoshi de quoi il a peur. Son fiancé ne répond pas mais pose la même question à Miroku. À contre-cœur, elle admet qu'elle a peur des chiens. Et maintenant qu'elle y pense, Kyoshi lui ressemble comme un petit chien. Apparemment, la ressemblance est si forte que lorsqu'il aboie après elle, cela provoque une réaction de la part de Miroku. Pendant qu'ils jouent tous les deux à se battre, Uda demande si Makoto envisage d'abandonner, et bien sûr, il dit que non. Il est convaincu qu'elle trouvera un moyen d'effrayer Kiyoshi et de retrouver sa liberté et son statut d'une manière ou d'une autre. Finalement, vient le moment pour les tourtereaux d'avoir leur premier rendez-vous. Miroku est plutôt nerveuse. Alors elle appelle une amie très célèbre nommée Mary pour lui demander des conseils de mode. Mais Mary n'est pas très coopérative. Elle rappelle à Miroku qu'elle était la reine de toutes les légendes urbaines. Quelqu'un comme elle ne devrait pas s'inquiéter de ce que portent les humains lors des rendez-vous. Même si cela ressemble à une insulte, Miroku prend cela comme un encouragement et décide de rester fidèle à elle-même en s'habillant comme toujours. Eh bien, je suppose que c'est une façon de le faire tourner. Mais maintenant, Miroku se demande ce que Kyoshi va porter, étant donné qu'il porte littéralement exactement le même col roulé noir depuis qu'elle l'a rencontré. Je dirais qu'il y a fort à parier qu'il ne mettra rien de trop spécial, mais juste au cas où, Miroku se rend dans sa chambre pour avoir une idée de son style. Et que trouve-t-elle en ouvrant son armoire? Un rack entier de cols roulés noirs identiques. Comme prévu, n'importe quelle personne normale serait sortie directement. Mais alors que Kyoshi revient de l'école, il trouve sa fiancée coincée dans l'un de ses pulls. En criant de l'intérieur, Miroku admet qu'elle craignait que Kyoshi soit plus mince qu'elle, puisqu'elle mangeait tellement de bonbons ces derniers temps. Les légendes urbaines peuvent-elles même prendre du poids? Genre, est-ce une chose? Quoi qu'il en soit, ce serait le moment idéal pour Kyoshi de rassurer sa future épouse sur le fait qu'elle est parfaite telle qu'elle est. Mais il est tellement amusé par la vue d'elle coincée dans son pull que pendant un moment, il se contente de rire. Il dit qu'il aime quand elle fait des trucs comme ça. C'est plutôt mignon. Assez mignon pour le rapprocher, planant au-dessus de Miroku alors qu'il se penche. Mais comme c'est Kyoshi, il le met en bouteille et se contente d'un baiser sur le front, ce qui n'est guère une surprise. Je pense qu'il est assez prudent de dire que ces deux-là n'atteindront pas la première base avant un certain temps. Mais le lendemain, au rendez-vous, Miroku est tellement gênée par le baiser qu'elle ne peut même pas le regarder. À cause de sa réaction, Kyoshi est également nerveuse et maintenant il s'inquiète du fait qu'elle le déteste. Ah, ça va être gênant. Heureusement, le parc à thème s'avère être une bonne distraction. Miroku n'a jamais été sur des montagnes russes auparavant et il s'avère qu'elle les aime vraiment. Mais c'est la maison hantée qui capte vraiment son attention lorsqu'ils découvrent un groupe de visiteurs traumatisés émergeant de l'attraction. Miroku est visiblement très désireux d'entrer. La maison hantée ressemble plus à un cinéma debout et une fois qu'ils y sont, il est facile de se laisser distraire. Surtout par cette fille aux oreilles de lapin qui essaie de prendre des photos de l'écran. Miroku se sent plus en confiance dans ce genre d'atmosphère. Alors, elle s'approche de la fille agaçante avec la moitié de la bouche décousue et lui demande d'arrêter de distraire les autres visiteurs. De toute évidence, Miroku n'a pas encore perdu tout son pouvoir. Parce que la jeune fille est si terrifiée, elle laisse tomber son téléphone et obéit, probablement marquée à vie. Eh bien, au moins maintenant nous le savons. Si toute cette histoire de légende urbaine ne fonctionne pas, Miroku ferait un excellent employé de cinéma. Quelques minutes plus tard, les autres visiteurs se précipitent dehors, pleurant et hurlant, tandis que Kyoshi et Miroku sont à peine secoués. Une fois la gêne dissipée, le temps passe vite et bientôt c'est l'heure du déjeuner. La suggestion de bonbons et de friandises excite immédiatement Miroku. Alors Kiyoshi s'en va en chercher. Pendant qu'elle attend, Miroku aperçoit Ken-chan, le gamin de la classe de Kyoshi qui est totalement obsédé par lui. Ses copains habituels, Saruto et Kijiyama, sont là aussi, discutant avec Kiyoshi dans la file d'attente.
Ken-chan présente à Miroku des excuses très agitées pour l'autre jour où il l'interrogeait pratiquement sur sa relation. Miroku lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter et lui demande de venir s'asseoir à côté d'elle puisqu'il crie tout ça à distance comme un véritable psychopathe. Honnêtement, ce gamin devient de plus en plus bizarre à chaque fois que nous le voyons. Ken-chan révèle qu'il a rencontré son frère, Makoto, à l'école, qui a finalement mis l'enfant au clair sur la relation entre Miroku et Kyoshi. Mais si les deux sortent ensemble, Ken-chan demande pourquoi il a dit que son nom de famille était Sano lors de leur première rencontre. Miroku admet à contre-cœur qu'ils sont fiancés, juste à temps pour que les autres apparaissent derrière eux. Kyoshi est touchée de l'entendre admettre enfin la vérité puisqu'elle n'a jamais vraiment reconnu leur fiançailles à haute voix auparavant. Miroku, très troublée, essaie de retirer ce qu'elle a dit, mais Kyoshi lui attrape la main et dépose un doux baiser sur sa paume, ce qui la fait taire assez immédiatement. En arrière-plan de ce moment très privé, les trois garçons tiennent leur nourriture et regardent simplement. Au moins les amis de Ken-chan ont le bon sens de l'entraîner avant qu'il ne puisse faire davantage de dégâts, laissant les deux tourtereaux manger en paix. Kyoshi donne à Miroku un sac entier de bonbons et de beignets, mais elle est encore plus excitée quand Kyoshi sort une sucette, faisant toute une histoire sur le fait que c'était la dernière dans le magasin et qu'il l'a achetée juste pour elle. Il en dit vraiment long, lui disant que tout cela en valait la peine parce qu'il a pu voir Miroku admettre enfin ses fiançailles en public. Embarrassée, Miroku est obligée d'admettre qu'elle s'est bien amusée et le remercie pour la journée à travers une bouchée de nourriture. Après le succès de son premier rendez-vous, Miroku décide qu'il est enfin temps de rendre visite à ses autres amis légendaires. Et où se retrouvent trois légendes urbaines pour sortir, demandez-vous? À peu près exactement là où on s'y attend, au milieu d'un lac abandonné près d'anciennes voies ferrées, entourées d'ombres et de ruines. Les amis qu'elle rencontre sont Viola, une femme aux cheveux blancs et aux gros seins qui a très envie d'entendre certains des détails les plus coquins du rendez-vous, et Mary, une petite poupée connue sous le nom de fille au téléphone, qui est beaucoup plus sérieuse. Sur toute cette affaire, Miroku les remet au clair, admettant qu'il ne s'est rien passé de grand-chose à part se promener et partager de la nourriture. Mais Mary voit clair en elle et lui dit qu'elle devrait être plus honnête à propos de ses sentiments. Après tout, à ce stade, Miroku et Kyoshi vivent ensemble, sortent ensemble et dorment même dans le même lit. Vous ne faites pas tout ça avec quelqu'un qui ne vous intéresse pas, souligne Mary. Viola est d'accord et taquine Miroku, disant qu'elle devrait déjà céder à l'idée du mariage. Lorsque Miroku résiste, Viola demande de manière ludique si ce serait bien si elle épousait Kyoshi à la place. Miroku semble un peu abasourdie et Mary dit à Viola de ne pas plaisanter. Viola bien sûr plaisante, mais elle a fait valoir son point de vue. Miroku n'est clairement pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre épouse Kyoshi. Il est évident qu'elle doit avoir des sentiments pour lui à un certain niveau. En guise d'excuse pour sa méchante blague, Viola propose d'apprendre à Miroku comment vraiment effrayer Kyoshi sans compter sur son bâillon à bouche fendue. Alors lorsqu'elle revient de sa visite, Miroku met en pratique les leçons de Viola et attrape Kyoshi par derrière, lui murmurant à l'oreille. Je suppose que Viola voulait juste jouer un autre tour à Miroku parce que la cascade n'est pas aussi terrifiante que Miroku l'espérait. Au contraire, c'est juste un peu gênant. Quand Miroku se rend compte que cela n'a pas fonctionné, elle s'en va en criant à Kyoshi pour cacher son embarras. Mais après son départ, Kyoshi reste là, frottant l'endroit où elle lui a chuchoté et transpirant comme un fou pour le reste de la journée. Le lendemain, Miroku tente de lui rendre l'appareil en cuisinant pour Kyoshi. Elle fait appel à Uta pour préparer des dangos au riz. Quand ils ont fini de cuisiner, Miroku remercie Uta pour toute son aide, lui disant qu'il est un excellent femme de ménage, même s'il n'était pas très bon au début. Uta explique que c'est sa femme qui lui a appris à cuisiner. Sérieusement, qu'en est-il de tous les adolescents mariés dans cette série? Uta n'a pas l'air d'avoir plus de 16 ans, mais apparemment, il a une femme. Miroku est tout aussi surpris quand Uta lui montre sa bague. Elle est tellement choquée qu'elle court en criant dans la chambre de Kyoshi, lui demandant s'il savait que le garde du corps était marié. Bien sûr, Kyoshi le savait, mais il ne répondra à aucune de ses questions sur cette mystérieuse épouse. Au lieu de cela, il dit à Miroku qu'elle devrait demander à Uta elle-même. Il remarque alors les dangos dans sa main. Alors Miroku explique qu'elle les lui a préparés comme collation d'études. Cependant, il semblerait que Kyoshi ait abandonné ses études au profit du ménage. Pendant qu'il trie les livres sur son étagère, Miroku remarque quelques grains de poussière à l'arrière de sa tête et commence à les trier, appréciant la sensation de ses cheveux entre ses doigts. Lorsque Miroku réalise ce qu'elle a fait, elle recule rapidement et s'excuse, puis s'en va chercher du thé pour leur dango. Elle ne le remarque pas, mais alors qu'elle s'éloigne, son fiancé est troublé et dépassé.
La sensation de ses mains dans ses cheveux, même involontaire, a remué quelque chose au plus profond de Kyuchi, le laissant dans un désordre d'émotions. Cette nuit-là, il fait un rêve étrange. Dans le rêve, une tête de poisson géante nommée Poisson se tient entre deux Mirokus, l'un avec la bouche cousue fermée et l'autre avec la bouche ouverte. La tête de poisson demande à Kyuchi lequel est tombé amoureux de lui, et il répond « les deux ». Mais ensuite, un Miroku l'attrape par derrière tandis que l'autre s'avance vers lui, se penchant si près que sa tête commence à lui cogner. Il se réveille juste avant le baiser. Au même moment, Saya, la femme de ménage, arrive pour le réveiller. Secoué par le rêve, Kyuchi s'arrête dans la chambre de Miroku avant l'école et l'entend parler toute seule. Elle semble reprendre le contrôle de ses pouvoirs. Pour la première fois depuis longtemps, elle peut ouvrir et sceller sa bouche fendue sans utiliser le fil sur lequel elle compte habituellement. Même si elle ne peut pas le maintenir longtemps, Miroku est ravie et dit à haute voix qu'elle ne peut pas laisser Kyuchi le découvrir. Malheureusement pour elle, il se tient sur le pas de la porte, après avoir tout entendu. Lors de ses examens à l'école ce jour-là, Kyuchi arrive à peine à se concentrer. Ses pensées sont consumées par Miroku. Sans s'en rendre compte, elle le fait tomber de plus en plus amoureux d'elle, et il commence à se demander si c'est volontaire. Il est tellement distrait qu'il ne remarque même pas quand la cloche sonne à la fin du test, ou quand Makoto s'approche de lui. Voyant à quel point Kyuchi est distrait, Makoto demande si quelque chose ne va pas. Kyuchi explique qu'avant, il était capable de lire Miroku comme un livre, mais maintenant il n'a aucune idée de ce qu'elle pense et il ne sait pas comment agir. Frustré, Kyuchi s'en va rapidement. Makoto commence à le suivre, mais devinez qui attend juste à l'extérieur de la classe. C'est le fan club de Kyuchi. Il l'invite à jouer avec eux de temps en temps et s'éloigne, laissant Makoto seul pour récupérer ses affaires dans son casier. Alors qu'il se dirige vers le couloir, il devient soudainement méfiant lorsque Kyuchi revient, affirmant qu'il veut rentrer chez lui ensemble. Maintenant, si vous avez regardé, vous saurez que Makoto et Kyuchi ne sont pas vraiment des amis proches, donc Makoto sait instantanément que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le vrai Kyuchi. Makoto demande à l'imposteur ce qu'il fait, et le faux Kyuchi répond de manière énigmatique en disant « Je pourrais te demander la même chose ». Cette personne révèle que c'est elle qui a révélé à Makoto la vérité sur la réputation de la famille Sano. Mais malgré cela, Makoto traîne toujours et passe du temps avec Kyuchi tout en portant cet uniforme. Le faux Kyuchi plaisante en disant que Makoto ressemble plus à un humain qu'à une légende, puis se jette soudainement sur lui avec un couteau. Le lendemain à l'école, la classe de Kyuchi se prépare pour son dernier examen du semestre, mais un bureau est mystérieusement vide. Kyuchi n'a pas à se demander longtemps pourquoi Makoto est absent. Kyuchi reçoit un appel d'un numéro inconnu. Quand il décroche, c'est Makoto qui appelle depuis le téléphone de Mary. Makoto avertit de toute urgence Kyuchi de rentrer immédiatement chez lui. Miroku est en danger. De retour chez lui, Miroku a déjà rencontré le sosie qui se cache près de la porte d'entrée. Bien sûr, Miroku ne sait pas que quelqu'un parade dans la peau de son fiancé, mais elle a des soupçons puisque le personnage ne porte pas son uniforme scolaire. Heureusement, Miroku est vif. Elle se dirige droit vers le portail et gifle violemment l'étranger au visage. L'endroit où elle l'a giflé semble piquer le sosie, révélant un œil brillant et perçant juste un instant, avant que le masque du visage de Kyuchi ne réapparaisse. Mais au lieu de riposter, le sosie prétend qu'il ne veut pas blesser Miroku. Il veut mettre fin au mariage contractuel. Il décide de lui dire la vérité sur les Sanos, tout cette fois. Il explique qu'il y a seulement 2 générations. Le chef de la famille Sano a séduit de nombreuses légendes dans le mariage. Toutes légendes qui tentaient de se rebeller contre leur contrat étaient incarcérées, et certaines ne s'en sortaient jamais. Le sosie jure que Kyuchi n'est pas différent. Il a leur sang, insiste le sosie, donc il est comme ses ancêtres. Mais au lieu de se laisser influencer, Miroku le repousse. Elle dit au sosie qu'il parle trop et qu'elle connaît Kyuchi mieux que lui. Enragé, le prétendant se jette sur elle avec un couteau, mais juste au moment où la lame se dirige vers Miroku, quelque chose se balance sur la tête du faux Kyuchi, faisant tomber le couteau au sol. Kyuchi lui-même est arrivé, tel un chevalier en armure étincelante, juste à temps. Il dit au faussaire de se perdre et, étonnamment, le sosie obéit, mais Miroku semble préoccupé par le fait qu'ils aient laissé le sosie s'enfuir. Mais Kyuchi est simplement soulagé que sa fiancée soit en sécurité. Une fois de retour à l'intérieur, Saya admet que ce que le sosie a dit n'était qu'une partie de l'histoire. Il y a bien plus à dire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le sosie est de retour. Cette fois, il a réussi à ouvrir le portail et est plutôt content de lui. La légende ne remarque pas Uda apparaître derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit les yeux d'Uda et le reconnaît immédiatement comme bien plus qu'un simple garde du corps.
Il est alors révélé qu'Uda est en fait une légende connue sous le nom de Karashibe, ou le serpent noir, une créature ayant le pouvoir de transformer ses victimes en pierre d'un seul regard. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Kyuchi et Miroku ignorent le danger qui les guette à l'extérieur alors qu'ils écoutent Saya, la femme de ménage, révéler son propre lien avec la famille Sano. Saya explique que, au cours du XXe siècle, la famille Sano était au sommet de sa puissance, se mariant et utilisant autant de légendes qu'elle pouvait mettre la main. Mais ensuite, les futurs mariés ont commencé à disparaître. Il y avait une rumeur parmi les servantes selon laquelle une légende connue sous le nom de Serpent Noir en était responsable, car il avait une rancune bien connue contre les Sanos et vivait avec eux à l'époque. Le Serpent Noir, également connu sous le nom de Kirishibe, avait un faible pour la fille de son maître, le chef du clan. Bien qu'elle n'ait aucun lien de sang avec les Sanos, la jeune fille fut recueillie par eux et fut la seule à traiter le Serpent Noir avec gentillesse. Il y avait aussi le jeune maître, Kutaru, le neveu du chef du clan. Cependant, contrairement à son oncle, Kutaru n'était pas en bons termes avec le serpent et traînait souvent autour de lui et de la jeune femme. Kutaru, comme toute personne ayant des yeux, pouvait voir que le serpent noir avait des sentiments pour la fille adoptive. Il a encouragé son ami à être honnête et à lui exprimer son amour, mais le serpent ne s'est jamais permis de s'impliquer. En tant que prochain chef de famille, Kutaru était à l'origine censé être fiancé au serpent noir avant qu'il ne le rencontre et réalise qu'il était en fait un mec. Bien qu'ils aient annulé les fiançailles, le serpent noir est resté dans la maison comme une sorte d'invité. En échange d'être libéré de son contrat, il fut contraint d'exécuter les ordres du chef du clan, notamment de transformer en pierre ses futures épouses lorsqu'elles ne lui obéissaient plus. Le serpent n'avait aucun désir de nuire aux autres légendes, mais il savait que s'il désobéissait ou s'exprimait, cela mettrait la jeune femme en danger. Ainsi, en échange de sa sécurité, il les transforma tous en pierre en utilisant les serpents autour de son cou. Kutaru n'était pas comme le reste de sa famille. Il avait pitié du serpent. Sachant à quel point cela le faisait souffrir d'être lié à une famille aussi monstrueuse, Kutaru a conçu un plan pour aider son ami à s'échapper. Une fois leur plan mis en œuvre, le serpent noir fut confronté à une décision. Il avait eu du mal à nier ses sentiments pour la jeune femme, se persuadant qu'une légende et un humain ne pourraient jamais être ensemble. Mais quand le jour arriva enfin, il ne put plus se retenir. Il a demandé à son amour si elle serait prête à mourir avec lui. Pendant que le serpent noir et la jeune femme faisaient leurs promesses tordues, Kutaru exécuta la phase finale de son plan directeur, conduisant son oncle dans le hangar où il gardait toutes les légendes pétrifiées. Le chef du clan fut choqué de les retrouver tous vivants et respirants. Lorsqu'il demanda comment une telle chose était possible, Kutaru présenta les serpents coupés du dos du serpent noir, coupés et déposés dans une boîte, pour convaincre son oncle que le serpent s'était suicidé, libérant ainsi toutes les légendes selon lesquelles il s'était transformé en pierre. De toute évidence, avoir été gelé et maltraité pendant tant d'années a laissé à ces légendes une sacrée rancune. Alors qu'ils se rassemblaient autour de son oncle pour se venger, Kutaru a promis d'effacer le nom de Sano et de reconstruire leur famille à partir de zéro. Étonnamment, son oncle n'était pas en colère contre le fait que son neveu ait littéralement conspiré pour l'assassiner. En fait, il lui souhaita bonne chance et se laissa consumer par les légendes qui l'avaient si longtemps emprisonné. Pendant ce temps, le serpent noir et son amour n'étaient en fait pas morts et fuyaient la maison Sano. Vous voyez, ce que le serpent a négligé de mentionner pendant toutes ces années de service, c'est qu'il pouvait faire revenir ceux qu'il avait pétrifiés à tout moment. Ainsi, lorsque Kutaru lui a proposé de l'aider à s'échapper, ils ont simulé leur mort et lui ont coupé les serpents pour convaincre son oncle. Lorsque le serpent noir a essayé d'expliquer cela à la jeune femme, elle a fondu en larmes, comme n'importe qui le ferait probablement après avoir été volé chez lui, et lui a demandé de simuler sa mort. Le serpent se sentait très mal, souhaitant pouvoir arrêter le temps pour qu'ils puissent être ainsi ensemble pour toujours. Mais la jeune femme lui dit fermement qu'elle ne voulait pas que le temps s'arrête. Elle voulait voir chaque saison passer, seulement avec lui. Accablé, le serpent l'enlaça et finit par lui avouer son amour. Lorsque nous revenons au présent, il est révélé que le serpent noir n'était autre que notre vieille amie Uda et sa femme, Saya, qui sont toujours aussi belles. Qui a vu celui-là venir? Clairement pas Miroku. Après avoir entendu l'histoire, la femme à la bouche fendue est tellement embarrassée qu'elle essaie de se cacher dans un pot géant. Elle ne savait même pas qu'Uda était une légende, et encore moins qu'il était marié à leur femme de chambre. Bien sûr, Kyuchi le savait depuis le début. Dans un autre flashback, il est révélé que dans sa vieillesse, Kutaru a demandé à Uda de s'occuper de son petit-fils, Kyuchi, une fois qu'il serait parti. De son vivant,
Kutaru s'est consacré à effacer le nom de la famille Sano. Peut-être que la réputation aurait été restaurée si le sosie n'avait pas répandu des rumeurs et défilé sous le nom de Kyushi. Et si vous vous demandez ce que faisait leur ennemi pendant tous ces flashbacks, ne vous inquiétez pas. Il s'avère qu'Uda l'a pétrifié en quelques secondes et l'a laissé geler toute la nuit. Pendant que les autres essayèrent de savoir quoi faire de lui, Makoto arriva en courant. Eh bien, sa tête le fit. Apparemment, lorsque le sosie l'a coincé à l'école, cela a déchiré tous les points de suture de Makoto de la tête aux pieds. Le pauvre enfant avait passé tout ce temps à essayer de reconstituer son corps pour se précipiter à temps. Mais sa tête a heurté si fort la légende pétrifiée qu'elle a brisé la pierre et l'a ramenée à sa vraie nature. Dans le royaume des légendes, un conseil s'est réuni pour décider de la punition de l'enfant. Formés de Violet, Makoto, Uda et Mari, ils prennent une décision plutôt légère. Ils décident que le sosie devrait devenir l'apprenti de Mary. Cela impliquera de changer sa nature et ses pouvoirs d'origine. Mais cela garantit essentiellement qu'il deviendra son héritier. L'enfant accepte à contre-cœur, se présentant officiellement comme Satoru. Alors que Mary accepte de l'accepter, Kiyoshi rentre à la maison et découvre que sa fiancée s'est accidentellement coupé un adorable carré. Il en profite pour se rapprocher et lui promet qu'il aimera toujours ses cheveux. Quoi qu'il en soit, ce type ne manque jamais un battement. Cependant, il admet qu'il préfère que ce soit long parce qu'il pense qu'elle ressemble beaucoup trop à son frère en ce moment. Alors que le fan club de Kyuchi patrouille dans les couloirs de l'école, ils tombent exactement sur la fille qu'imagine Moroku. Une senpai aux cheveux courts qui demande aux 3 garçons de remettre une lettre au grand cœur à Kiyoshi. Je sens les ennuis. D'une manière ou d'une autre, la lettre parvient entre les mains de Moroku, car bien sûr, c'est le cas. Elle sait que son fiancé adolescent est très populaire. Elle n'est donc pas surprise qu'il suscite un certain intérêt. Mais lorsqu'elle rencontre Kiyoshi au téléphone avec quelqu'un nommé Mao, acceptant de se rencontrer, Moroku commence à paniquer. Soudain, elle se souvient du nom au coin du mot d'amour, Mayori. Moroku craint qu'il la trompe. Alors comme toute personne normale, elle enfile un déguisement ridicule et le suit. Elle espère à moitié que le Mao du téléphone et le Mao de la lettre pourraient être des personnes différentes, ou même juste un ami. Mais lorsque surgit cette adorable lycéenne aux cheveux courts, ses soupçons se confirment. D'après la façon dont elle parle, il semble que Kiyoshi et elle soient assez proches. Surtout la façon dont elle lui tient le bras et le traîne dans différents magasins. Si ce n'est pas la définition d'un rendez-vous, je ne sais pas ce que c'est. Mais le désastre survient lorsque Mao tourne au coin de la rue et surprend Moroku en train de renverser son verre sur elle-même. Elle la reconnaît immédiatement comme la femme à la bouche fendue, même avec le masque. « Kiyoshi a tellement parlé de toi ?» dit-elle. « Je te connaîtrai n'importe où. » C'est alors que Mao se présente officiellement comme Manomik, la cousine de Kiyoshi. Il s'avère que Mao va se marier, et la lettre est en fait une invitation à la cérémonie. Elle n'était avec Kiyoshi que pour qu'il puisse l'aider à choisir un cadeau pour son mari. Le jour du mariage de Mao arrive enfin, et quand ils arrivent, Miroku fond immédiatement en larmes. Mao accourut vers eux et Miroku lui dit tout de suite à quel point elle est magnifique. Lorsque Mao continue de parler à ses autres invités, un homme très en pleurs s'approche pour lui dire bonjour et se redresse immédiatement lorsqu'il réalise qui est Miroku. Mais cet idiot bavard n'est pas le père de la mariée. C'est en fait le père de Kiyoshi. Miroku est choqué de rencontrer enfin son futur beau-père, qui s'excuse pour la présentation tardive et appelle sa femme. Momiji Sano est l'actuel chef de famille. Et mon garçon, agit-elle comme ça? Lorsque son mari commence à faire du bruit, elle lui donne un coup de poing dans le ventre et lui dit de se taire. De toute évidence, Kiyoshi tient de sa mère. Miroku est assez nerveuse à l'idée de rencontrer ses 2 parents. Mais Momiji souhaite vraiment mieux connaître sa future belle-fille et suggère qu'il parle davantage dans la maison, où il visite rarement. Une fois arrivés à la résidence Sano, les parents se transforment en personnes complètement différentes, poussant Miroku et lui demandant gentiment quand elle va enfin devenir leur fille. Il semble qu'Uda soit responsable du changement de caractère de Momiji, car ils ont accidentellement mangé des chocolats contenant de l'alcool. Et maintenant, eh bien, disons simplement que Momiji est un poids léger sérieux. Une fois que tout le monde est parti, Miroku se jette pratiquement sur Kiyoshi, le prenant dans ses bras et devenant très sensible. Elle commence à l'adorer et à parler de la qualité de ses parents, ce qui semble hors de propos jusqu'à ce qu'Uda souligne que quelqu'un a de nouveau mangé des chocolats fourrés à l'alcool. On dirait que Miroku est du genre affectueux quand elle est ivre, mais quelque chose me dit que cela ne dérange pas du tout Kiyoshi. Dans son état d'ébriété, Miroku grimpe sur les genoux de Kiyoshi, s'affalant contre lui et agissant de manière câline.
C'est plutôt mignon jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle a trop chaud et déclare qu'elle est trop ivre pour enlever son manteau. La pauvre Kiyoshi tient à peine le coup, essayant de dénouer son manteau comme elle le demande, même si le nœud est placé à un endroit quelque peu visible. Heureusement, Miroku le sauve de cette tâche délicate en s'endormant soudainement. Alors il la met au lit avant qu'elle ne puisse provoquer un drame. Lorsque Miroku se réveille, elle ne se souvient plus de grand-chose de la veille, mais la conversation avec Momiji lui reste en tête. D'après ce que Momiji avait dit, elle comprend que Kiyoshi devait la connaître avant leur contrat. Mais étrangement, Miroku ne se souvient pas de l'avoir jamais rencontrée. Alors qu'elle s'interroge sur tout cela, elle trébuche soudainement dans un escalier et se dirige droit vers le sol. Puis, sorti de nulle part, un enfant en sweat à capuche apparaît, l'attrapant juste à temps. Lorsqu'il la pose, Miroku reconnaît le visage de Ken-chan, mais il s'agit en fait de Satoru, le sosie. Il n'est absent que parce qu'il fait une course à la recherche d'une fille appelée Emily, au nom de Mary. À l'école, Kiyoshi et Makoto commencent également à demander autour d'Emily, même si c'est un peu difficile, puisque tout ce qu'ils savent d'elle, c'est son nom. Pour faciliter les choses, Miroku promet d'amener Mary chez Sano afin qu'ils puissent obtenir plus de détails sur cette fille qu'ils recherchent. C'est une nouvelle pour Satoru, qui envisage de la retrouver par lui-même, mais il ne peut pas refuser leur aide. Alors il reste chez Sano, en attendant l'arrivée des autres. Satoru se sent un peu mal à l'aise d'être coincé avec le couple plus âgé. Alors il essaie de se précipiter et de chasser Emily par lui-même. Alors qu'il court vers la porte, Uta sent une présence et lui crie de s'arrêter juste au moment où une terrifiante force noire apparaît derrière lui. Tendant la main vers Satoru, Uta le met hors de portée juste à temps et pétrifie l'étranger qui s'avère être Viola essayant de jouer un tour à l'enfant. Elle a amené les autres avec elle, dont Miroku et Maryland, qui leur disent enfin la vérité sur cette fille, Emily, qu'ils recherchaient. Il s'avère qu'Emily est la fille qui a créé Mary. Vous voyez, certaines légendes naissent du bouche à oreille, donnant vie à des histoires créées par des humains qui n'ont jamais eu de forme physique. D'autres, comme Marion et Makoto, avaient une sorte de corps qui fusionnait avec une légende urbaine. Emily était une créatrice de poupées jalouse qui a créé Mary et l'a gardée à ses côtés jusqu'au jour où elle a déménagé, laissant Mary derrière elle dans une boîte destinée à la décharge. Depuis, elle se demande pourquoi quelqu'un qui la chérissait tant aurait pu la jeter. Ainsi, elle est devenue une légende urbaine, toujours errante à la recherche de son créateur. Récemment, elle a ressenti un soupçon de présence d'Emily en ville, alors elle veut revoir son créateur une fois de plus avant de finalement lâcher prise et disparaître. Ému par son histoire, Miroku promet de la chercher. Ils n'ont pas beaucoup de chance jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain de jeu où Mary peut sentir la présence d'Emily à proximité. Mais elle remarque que Satoru semble un peu en colère, ce qu'il nie avant de se diriger vers un distributeur automatique, où il trouve une jeune fille essayant de prendre un verre. Comme un vrai gentleman, Satoru l'attrape pour elle, mais quand il voit le visage de la fille, il panique. Miroku court chercher cette petite copie de Mary nommée Rosalie, qui est en fait la petite sœur de Saruta. Au même moment, Makoto et Kiyoshi arrivent, annonçant qu'ils ont retrouvé Emily. Il s'avère qu'Emily est maintenant une femme plus âgée. En fait, c'est la tante de Saruta et Rosalie, mais elle a une mauvaise jambe, donc elle ne sort pas beaucoup, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas pu la trouver. Ils sont invités, mais Satoru devient soudainement de mauvaise humeur et s'enfuit. En retournant dans le jardin, il trouve son ancienne créatrice, Emily, en train d'arroser les plantes. Rassemblant tout son courage, Mary sort de sa cachette et se présente. Au moment où Emily entend son nom, elle saute de son fauteuil roulant et serre Mary dans ses bras. Elle s'excuse de l'avoir laissée derrière elle il y a toutes ces années, insistant sur le fait que c'était un accident. Les retrouvailles sont incroyablement touchantes. Il semble que Mary ait manqué à Emily autant qu'elle lui a manqué. Pendant ce temps, Makoto a pourchassé Satoru, qui se plaint de la stupidité de Mary de passer du temps avec la fille qui l'a jetée alors qu'il ne lui reste que peu de temps en tant que légende. Il s'avère que Satoru a trouvé Emily il y a quelque temps, mais il ne supporte pas l'idée que Mary disparaisse à cause d'un humain, en particulier celui qui l'a traité avec tant de cruauté. Alors qu'il admet tout cela, son mentor apparaît soudain dans la cabine téléphonique derrière lui. Elle est fière de lui pour avoir enfin été honnête et y voit le signe qu'il renaît lentement. Satoru est choqué de voir Mary toujours en vie. Il pensait qu'elle redeviendrait une poupée au moment où elle rencontrerait Emily. Mais Mary insiste sur le fait qu'elle n'a pas l'intention de périr et qu'il est plus important pour elle qu'Emily en ce moment. En classe, le festival scolaire approche et Ken-chan annonce qu'il y aura un vote de classe sur ce qu'ils veulent faire pour cela. Kiyoshi choisit la confiserie, dans l'espoir que Miroku la rejoigne car elle est plus susceptible d'opter pour cette option.
Le lendemain à l'école, le vote aboutit à une égalité entre toutes les activités. Ils décident donc de combiner toutes les options et d'organiser un grand événement avec un peu de tout. Le jour du festival, tout le monde s'implique, même Saya et Uda se présentent. Miroku se perd complètement en moins de 5 minutes. En errant seule, elle tombe sur 3 petits enfants qui tentent de trouver quelqu'un avec une croix sur les joues dans la classe de Kiyoshi. Comme elle s'y rend, de toute façon, elle propose de les emmener avec elle, même si elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve la classe de son fiancé. Heureusement pour elle, Mike-chan aperçoit Miroku et les enfants assis sur un banc à proximité. Elle appelle Kiyoshi pour lui faire savoir où il se trouve avant de s'enfuir pour s'acquitter de ses fonctions au sein du conseil étudiant. Kiyoshi s'approche et trouve Miroku en train de manger une boule géante de barbe à papa. C'est plutôt adorable à quel point elle apprécie ça. Elle l'invite à en essayer, mais au lieu de revenir en acheter davantage comme une personne normale, il se penche et choisit un morceau qui s'est coincé dans ses points de suture. Ce geste évident transforme Miroku en un désordre rougissant. Et Kiyoshi devient également embarrassé. Les deux commencent à se chamailler et à se battre pendant que les garçons regardent, les traitant de couple amoureux. J'espère que quelqu'un leur apprendra que ce n'est pas à cela que ressemble une romance. Kiyoshi demande qui sont les enfants et Miroku explique qu'ils ont un frère aîné dans la même classe et qu'ils recherchent apparemment quelqu'un dans l'école avec des points de suture dans la bouche. C'est surprenant d'entendre parler d'une autre personne à la bouche fendue. Mais apparemment, ce sosie n'apparaît que pour le festival de l'école, dans le cadre du Chaos Café que leur classe organise. Lorsqu'ils arrivent, ils comprennent immédiatement pourquoi. Dans le cadre de leur routine de maid café, la classe a habillé les élèves en costume de servante et les a peints pour ressembler à Miroku. Kumikoto a repris le travail d'une autre fille, ignorant complètement qu'il serait mis dans cette tenue. Maintenant, Kumikoto se tient là dans le cosplay de sa sœur, humiliée. Et les choses ne font qu'empirer lorsque la vraie femme à la bouche fendue apparaît. Les petits garçons s'avèrent être les frères de Kijiyama, et ils remercient Miroku et Kiyoshi de les avoir ramenés. Pendant ce temps, Makoto s'excuse désespérément auprès de sa sœur de s'être déguisée en elle, essayant d'expliquer que ce n'était pas son choix. Miroku le trouve plutôt adorable, ce qui lui donne le regain de confiance dont il a besoin pour commencer à posséder le costume de femme de chambre. Ils sont soudainement interrompus par un cri venant de l'intérieur du café de fortune, où Uda et Seiya attendaient Miroku. On dirait que leur maid café sur le thème de la maison d'horreur se déroule mieux que prévu, et certains costumes sont si réalistes qu'ils ont même fait flipper Uda. Apparemment, c'était l'idée de Kiyoshi de faire habiller les servantes comme la femme à la bouche fendue, ce qui ne surprend absolument personne. Miroku décide de prendre les choses en main, en supposant que cela signifie qu'il doit penser qu'elle est un peu effrayante à un certain niveau. Mais comme d'habitude, la seule chose que Miroku parvient à effrayer, c'est son propre cœur. Kiyoshi est bientôt mis au travail sur leur quiz d'évasion, qui s'avère très populaire auprès des jeunes filles de l'école. Pour quitter le quiz, il faut bien faire les choses, sinon on ne vous lâchera pas et vous devrez écouter une histoire effrayante en guise de punition. Le pauvre Uda est là depuis des heures. À ce stade, Miroku se sent déjà un peu nerveux en le voyant interagir avec tant de jeunes filles, mais quand l'une d'elles en particulier se penche de très près, son agacement déborde. Tellement ennuyée en fait, qu'elle s'approche d'eux, se sentant jalouse à l'idée de Kiyoshi souriant pour quelqu'un d'autre qu'elle. Mais lorsqu'elle se rapproche suffisamment, elle surprend la conversation et se rend compte qu'ils discutent en fait de son engouement pour Miroku, donnant à Kiyoshi l'occasion de lancer des compliments à gauche et à droite. Kiyoshi entraîne Miroku dans la conversation et les filles confirment qu'ils parlent d'elle tout le temps, partageant de nombreuses histoires sur leur vie ensemble. Tandis que Miroku et Kiyoshi se disputent sur le fait que leur histoire d'amour est de notoriété publique, Makoto termine son service et part se changer dans la classe suivante, se demandant s'il n'est peut-être pas enfin temps d'abandonner l'idée de briser leur mariage. Sa sœur semble heureuse, mais une voix lui murmure à l'oreille, l'avertissant que sa seule famille lui sera à nouveau volée s'il se marie. Soudain, il n'en est plus si sûr. Kijiyama entre dans la salle de classe, interrompant son moment sombre. Seul, il prétend qu'il va bien, mais entendre à nouveau cette voix l'a secoué. Il refuse généralement son oui surnaturel lorsqu'il est en présence d'humains. Mais cette voix est revenue et l'a amené à se demander si sa sœur choisirait Kiyoshi plutôt que lui. En fin de compte, il est tiré de ses pensées par un camarade de classe qui lui demande de l'argent sur les finances de sa classe pour acheter plus de collations et de boissons pour le café. Kijiyama propose de les récupérer et demande à Makoto de l'accompagner car le festival dure plusieurs jours et ils pourront rapporter les snacks demain. Pendant ce temps, Miroku et Kiyoshi rentrent ensemble à la maison et elle lui demande s'il partageait l'histoire de son frère avec les enfants plus tôt. Kiyoshi admet qu'il l'était, mais seulement parce que c'était l'histoire qui lui était assignée.
Il semble qu'un autre étudiant ait dû le soumettre. Lui et Miroku sont surpris que quelqu'un d'autre connaisse la légende de Makoto, car il est loin d'être aussi célèbre que sa sœur. Miroku se demande s'il essaie de répandre sa propre légende, ce qui n'est pas vraiment courant. Kiyoshi devient curieux, alors il consulte le dossier pour voir qui a soumis l'histoire de Makoto et découvre qu'il s'agissait en fait de Kijiyama, le même Kijiyama qui l'emmène dans un supermarché douteux près de la voie ferrée. Makoto se plaint de détester le bruit des trains, ce qui semble un peu louche puisque les voies ferrées sont à la base de sa légende. De plus en plus méfiant, Makoto accuse Kijiyama d'essayer de le mettre seul. Kijiyama admet qu'il essayait de l'inviter à discuter, mais seulement parce qu'il avait remarqué que Makoto se sentait déprimé plus tôt et qu'il voulait prendre de ses nouvelles. Surpris, Makoto répond qu'il est juste un peu fatigué. Kijiyama lui assure qu'il peut toujours venir parler de n'importe quoi. Alors qu'il s'éloigne, un train passe soudainement devant eux, faisant paniquer Makoto, submergé par les souvenirs. Il s'avère que les voies ferrées ne sont pas seulement le lieu de sa légende, c'est aussi là qu'il est mort. C'est logique, après tout, il est classé comme zombie, ce qui implique qu'il a dû être en vie à un moment donné. Dans un flashback, il est révélé que le jeune Makoto était en réalité sur le point de mourir. Ironique, étant donné qu'il s'est retrouvé avec une audition surnaturelle comme une légende. Trop faible et malade pour aller à l'école, il fut abandonné par ses parents peu après sa naissance. Heureusement, il s'est fait des amis à l'orphelinat, notamment avec un garçon nommé Toku-chan, qui lui parlait du monde extérieur. Les deux ont grandi ensemble, Makoto restant quasiment confiné à la maison à 15 ans lorsque Toku-chan a remporté un concours de rédaction sur qui il voulait devenir quand il serait grand. Toku-chan a demandé à Makoto ce qu'il voulait pour son avenir, et Makoto a admis qu'il voulait l'impossible, fonder une famille. Toku-chan a dit qu'il avait déjà un membre de sa famille et a promis qu'ils seraient toujours ensemble. Cette promesse a rendu Makoto si heureux à l'époque. Mais finalement, le jour est venu où ils se sont séparés. Makoto n'avait aucune idée qu'un jour il découvrirait que Toku-chan avait réellement de la famille, des proches qui avaient décidé de l'adopter. Makoto était tellement bouleversé qu'il a exclu Toku-chan, pensant qu'il était soulagé de ne plus être avec lui et ne le traitant que d'étranger. Il est resté en colère contre Toku-chan jusqu'à ce que le jour de sa cérémonie scolaire arrive et qu'il trouve son essai primé laissé à l'orphelinat. La lecture de l'essai a révélé les véritables sentiments de Toku-chan. À quel point il était fier d'appeler Makoto son frère, et à quel point il voulait être à ses côtés pour toujours. Dévasté, Makoto a immédiatement regretté tout ce qu'il avait dit et s'est enfui de l'orphelinat sans ses appareils auditifs, essayant de joindre son ami pour lui remettre l'essai. Faible et incapable d'entendre grand-chose, il trébucha en chemin, laissant tomber des pages de l'essai partout sur les rails, juste au moment où Toku-chan accourut vers lui. Makoto a vu Toku-chan sur les rails et a crié pour le prévenir, mais il était déjà trop tard. Il n'a pas entendu le train ni les appels à l'aide frénétique. Au lieu de cela, il a rencontré son destin, coupé en morceaux par le train à grande vitesse. C'est Miroku qui l'a découvert par la suite. À l'aide de son fil magique, elle l'a soigneusement recousu. Lorsqu'il exprima son désir de fonder une famille, elle lui proposa de devenir sa sœur. Le seul problème était qu'il ne parvenait en pas à trouver sa tête. Déterminé à établir une connexion, Makoto a fabriqué sa propre tête, la coiffant pour ressembler à celle de Miroku, tout comme de vrais frères et sœurs. Et c'est ainsi qu'il est né, un patchwork d'amour et de perte, lié à jamais à sa nouvelle sœur.